Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir dans votre club de 20 minutes avec comme toujours des invités de marque, historiens, géographes, journalistes, dessinateurs. Ce sont nos clubistes qui vont se pencher dans un instant sur l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la France insoumise dans la tourmente et les outrances de Jean-Luc Mélenchon pointés du doigt depuis la mort du militant identitaire Quentin Derenque. De nombreux politiques renvoient dos à dos LFI et le RN. Ma position, elle a toujours été extrêmement claire. Ni la France Insoumise, ni le Rassemblement National. La France Insoumise, comme le Rassemblement National, sont pour nous des lignes rouges extrêmement claires. Alors le cordon sanitaire édifié par les partis républicains pour faire barrage à l'extrême droite est-il en train de passer à l'extrême gauche pour isoler les insoumis? On en débattra. Puis nous accueillerons notre invité de la semaine, le journaliste et écrivain Vincent Duluc, plume de l'équipe, le quotidien sportif, qui fête demain ses 80 ans, une institution dont il raconte l'épopée dans un ouvrage aussi passionnant que truculent. Et en fin d'émission, truculent, il a lieu aussi, nous retrouverons le toujours jovial David Castello-Lopez. Salut David. Salut, comment ça va? Ça va, et vous? Vous nous parlez de quoi ce soir? De l'âne, je suis allé filmer des ânes. On va se régaler tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 20 minutes, c'est parti. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver, bienvenue à vous. Et Frédéric Saez, bien sûr. Bonsoir Renaud. Frédéric, bienvenue à vous également. Et voici nos clubistes de ce soir. Et d'abord une petite nouvelle, si j'ose dire. Bonsoir Ania Nussbaum. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste, correspondante à Paris pour Bloomberg News. Et je signale votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil, accrédité 7 ans au Palais de Macron. Bienvenue à vous. À vos côtés, Sylvie Brunel. Bonsoir Sylvie, géographe et écrivaine. Et je rappelle que vous publiez tous les mois des nouvelles de la Camargue avec votre lettre de nos camels, la camelle étant la dune de sel, bien sûr. Bravo. Comme chacun sait. Bravo. Bienvenue à vous Sylvie et encore Pascal Blanchard. C'est toujours un honneur, un plaisir, un bonheur Pascal. Bienvenue historien donc, alors je rappelle, parmi vos 7248 ouvrages, François Mitterrand, le dernier empereur, de la colonisation à la France-Afrique, que vous avez dirigé avec Nicolas Bancel, aux éditions Philippe Ray. Bienvenue à vous, merci Pascal, à vous. Bien sûr. Et au pupitre, Pascal peut en cacher un autre. Bonsoir Renaud. Salut Pascal Gros, ça va? Ça va et vous? Bienvenue Pascal, bien sûr. Dessinateur de presse et vous dessinez notamment pour l'Humanité. Frédéric, tout de suite, la première actualité de la semaine, c'est le retour de l'Amérique, la vraie, la grande. Oui, c'est même l'âge d'or, c'est l'expression qu'a employée Donald Trump cette semaine lors de son discours sur l'état de l'Union, âge d'or économique notamment selon lui. Inflation is plummeting, incomes are rising fast, the roaring economy is roaring like never before. Our nation is back. Bigger, better, richer and stronger than ever before. Alors voilà une flopée de superlatifs qui tranchent avec la réalité plus contrastée des chiffres. Alors c'est vrai que l'inflation diminue, en revanche le chômage augmente. Quant à la croissance, elle se maintient en réalité dans la moyenne des 10 dernières années si l'on enlève la période du Covid. Pascal Blanchard, aux États-Unis, les démocrates, le parti démocrate d'opposition, accusent Donald Trump d'être décorrélé de la réalité économique. C'est un avis que vous partagez? Oui, il est en campagne déjà. Donc quand on est en campagne, on ne dit pas la vérité. D'ailleurs, quand vous assistez généralement... En campagne pour les élections de mi-mandat en novembre prochain. Et peut-être pour autre chose. Avec Trump, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il ne peut pas se représenter à la prochaine élection. Oula, Renaud Dely, vous vous emballez, il est capable de tout. Il n'arrête pas de rappeler d'ailleurs partout que Roosevelt a gagné 3 fois et qu'on peut changer ce qui a été mis en place par la loi. Qu'on peut changer ce qui a été mis en place par la loi. Il peut tout imaginer. Mais là, il est en campagne et le thème de l'économie qui irait très bien, de l'âge d'or, c'est un thème de campagne. Quand vous parlez autant d'un sujet comme ça, c'est pour convaincre les lecteurs de ce qu'ils ne croient plus ou ce qu'ils ne croient pas ou ce qu'ils ne voient pas. Parce que les lecteurs au quotidien, aujourd'hui, on le voit bien dans les sondages, qu'ils disent c'est que la vie coûte plus cher. Ils voient bien qu'un certain nombre de produits, alors qu'on lui annonçait un âge d'or économique, ça a été le thème de la campagne, de s'occuper d'eux, des Américains d'abord, Trump fait l'inverse, il est à l'extérieur, qu'ils allaient s'occuper du porte-monnaie, ce n'est pas le cas, qu'il y aurait une redistribution, rappelez-vous, sur les droits de douane, ils attendent toujours le chèque qui n'est pas arrivé, et au quotidien, les Américains le disent, la santé est chère, s'habiller est cher, l'école pour les enfants est chère, et on le voit bien que parmi les jeunes notamment, il y a une réaction extrêmement violente sur le coût de faire des études. Donc pour les Américains, ils ne sont pas convaincus. Donc il en surrajoute et il rappelle cet âge d'or, non pas à l'époque de Reagan. Il rappelle un âge d'or qui est très lointain. C'est celui du début du XXe siècle, qui était le grand âge d'or où les droits de douane étaient élevés, où les Américains en bénéficiaient, la grande croissance américaine. Plus personne n'y croit.
Mais en même temps, son électorat, en tout cas le plus dur, a besoin d'y croire parce qu'il y a tous les autres éléments. Parce que son électorat le plus dur, Anja Nussbaum, effectivement, il dit parfois Donald Trump s'occupe trop de l'étranger et pas assez de ma facture de supermarché. Oui, alors Donald Trump a un rapport assez particulier à la vérité, là vous l'évoquiez à l'instant. En fait, là, il fait de l'hyperbole sincère, c'est-à-dire qu'il exagère un peu tout. Et donc, quand il parle de miracle économique qui profiterait donc à sa base, ce qu'il a promis donc au col bleu, qui était censé profiter à plein d'une reprise économique, en fait, on n'y est pas du tout. Ces promesses étaient absolument inatteignables. Et le problème principal et peut-être le plus visible pour sa base, c'est les droits de douane, parce qu'il parle que de ça, et il a fait toute une longue conférence de presse après que ces droits de douane aient été retoqués par la Cour suprême. Ils sont accusés d'avoir fait monter les prix, bien sûr. Ils sont accusés d'avoir fait monter les prix, exactement, puisque, in fine, en réalité, c'est le consommateur américain qui paye la différence, en tout cas la majorité de la différence, et ça affecte éminemment les classes sociales les moins aisées. Donc la promesse n'est absolument pas remplie. Mais Sylvie Brunel, le discours est peut-être un petit peu ambitieux, un petit peu hyperbolique, mais la réalité, elle est là. Le bilan est bon, quand même. Une croissance de 2,2%, un chômage autour de 4%. Et en France, on est loin d'avoir ces résultats-là, et en Europe d'ailleurs. Oui, surtout que si on considère qu'il y a eu un shutdown de 43 jours qui a bloqué la croissance de l'économie, on se rend compte que Donald Trump conserve quand même 40% d'opinion favorable, avec des gens, notamment dans des États conservateurs, qui continuent de garder leur confiance. Pourquoi ? Eh bien parce que la consommation a augmenté. Alors, c'est au détriment de l'épargne, mais la consommation a augmenté. Ce qui est très important pour les Américains, c'est le prix du gallon, c'est-à-dire le prix de l'essence. Le prix de l'essence a baissé. En revanche, le prix de l'électricité a augmenté, mais c'est aussi parce qu'il y a eu, vous le savez, des intempéries et tout un ensemble de problèmes. Donc, effectivement, Donald Trump pratique ce qu'on appelle le cherry picking, c'est-à-dire choisir les faits qui vous sont favorables, mais il continue à participer à la revanche de la base humiliée. Pascal Blanchard, ce discours, on l'a vu, c'est une sorte d'auto-congratulation. Il n'y a pas eu vraiment de réelles annonces. Est-ce que ça, c'est une erreur stratégique à quelques mois des élections de mi-mandat ? Non, parce qu'il ne sait pas sur quoi va se baser les prochaines semaines ou les prochains mois. Il a quelques affaires dont on sait, avec quelques pages qui manquent, quelques millions de pages qui manquent, que ça peut lui coûter cher, donc il a décidé de ne pas en parler, vous avez remarqué. Sur l'Iran, il ne connaît pas encore sa stratégie, donc il ne pouvait pas le prendre comme levier. Il voit bien qu'il fallait reparler de la politique intérieure, mais il n'a rien annoncé en politique intérieure. Aucune grande nouvelle, ni sur la santé, ni sur une redistribution. Sur les droits de douane, il est quand même quelque part blessé. Je rappelle qu'en plus, la majorité des membres de la Cour suprême n'étaient pas présents, ce qui est assez exceptionnel. 5 d'entre eux manquaient. Il commence à y avoir de la désunion. Nous, on n'en parle pas, mais aux États-Unis, le grand sujet, c'est l'équipe de jeunes femmes hockeyeuses qui n'est pas venue. On en parlera. Voilà. Quand vous mettez tout ça bout à bout, il savait qu'il avait plutôt intérêt à rien promettre, rien dire, et donner le sentiment, en parlant du passé, que tout, depuis un an, allait bien. Et puis, c'est un peu l'exercice du genre. Dire que sa première année c'était bien passé. C'est ce qu'il a voulu vendre aux Américains, en disant, regardez, depuis que je suis là, l'âge d'or est revenu. Il a joué cette carte-là, de parler du passé, de ce qu'il avait fait, et non pas de ce qu'il allait faire, ce qui est très surprenant chez lui, parce qu'habituellement, il est très hableur, pour arriver à vendre sa chemise, son short et ses sandales à l'Amérique. Un dessin de Pascal Gros. Oui, que se passera-t-il après l'âge d'or selon Trump ? Eh bien, tout simplement le retour à l'âge de pierre. Merci Pascal. Frédéric, votre duel de la semaine maintenant, il oppose cette semaine à un ministre et un ambassadeur qui ne sont pas vraiment en phase. Oui, Renaud, à ma gauche, Jean-Noël Barrot, 42 ans, le chef de la diplomatie française. À ma droite, Charles Kushner, 71 ans, l'ambassadeur américain en France, nommé par Donald Trump. Alors, quand on représente la première puissance du monde, est-ce qu'on peut se permettre de poser un lapin à un ministre ? C'est ce qui est arrivé cette semaine. Charles Kushner a snobé la convocation du Quai d'Orsay. Il avait visiblement mieux à faire. D'ailleurs, il a envoyé l'un de ses subordonnés pour le rendez-vous. Un geste de dédain qui est très mal passé auprès du chef de la diplomatie française. C'est une surprise. Quand on a l'honneur de représenter son pays, les États-Unis d'Amérique, en France, eh bien, comme ambassadeur, on respecte les usages les plus élémentaires de la diplomatie et on répond aux convocations du ministère des Affaires étrangères. Et en mesure de rétorsion, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a décidé de priver l'ambassadeur de tout accès, de tout contact avec l'ensemble du gouvernement français. Alors évidemment, ça fait un peu tâche quand vous êtes ambassadeur de ne pas pouvoir échanger avec les principaux ministres. La presse américaine elle-même s'en est fait l'écho. On voit ici le titre du Washington Post. Voilà qui a sans doute poussé Charles Kushner à faire machine arrière. Il a décroché son téléphone pour s'expliquer. Les deux hommes ont enterré l'âge de guerre. L'émissaire américain, ça y est, a de nouveau accès à l'ensemble du gouvernement français. Il s'est engagé, selon le Quai d'Orsay, à ne pas interférer dans les affaires intérieures de la France. Car c'est vrai que toute cette brouille
est parti de ça. Un tweet de l'ambassade américaine après le meurtre de Quentin Derenque à Lyon. Quentin Derenque tué par des militants d'extrême gauche, écrit l'ambassade. Cela devrait tous nous préoccuper. Nous continuerons à suivre cette situation. Une forme d'ingérence étrangère, selon Paris, d'où cette convocation. Mais ce n'est pas la première fois que l'émissaire de Donald Trump suscite des crispations. À l'été dernier, à peine arrivé en poste, il avait déjà publiquement mis en cause le gouvernement français qui, selon lui, n'agissait pas assez contre l'antisémitisme. Alors cette remarque avait ulcéré Emmanuel Macron. Si vous êtes diplomate, vous devez respecter les règles de la diplomatie, avait tonné le chef de l'État. Alors à l'époque aussi, il avait été convoqué par le Quai d'Orsay. À l'époque aussi, il ne s'était pas rendu à cette convocation de Charles Kouchner, une forme de dilettantisme en fait affichée dès l'été dernier, juste avant de prendre son poste à Paris. Charles Kouchner revendique de ne pas parler français et de ne pas spécialement connaître la France. I've spent my entire career defining challenging goals. I do not know much about French art and wine, but I do understand business. Car Charles Kouchner est un mania de l'immobilier sur la côte est des États-Unis. Il est accessoirement un intime de Donald Trump. Son fils est marié avec la fille du président. Bref, ce poste à Paris ressemble plus à un cadeau lié à une forme de proximité qu'à une nomination réellement fondée sur des compétences. Alors certes, Donald Trump n'est pas du tout le premier président américain à faire cela, à donner en récompense une ambassade prestigieuse à l'un de ses amis. Mais c'est vrai qu'il a fait le choix de sélectionner des profils qui n'ont aucune expérience dans la diplomatie. Par exemple, les ambassadeurs américains en Grèce et en Pologne, ce sont d'anciennes stars de la télé américaine. En Belgique, c'est là aussi un homme d'affaires, un consultant. Et dans tous ces pays, bizarrement, il y a eu des couacs, il y a eu des incidents ces derniers mois au niveau des chancelleries. Anja Nussbaum, le slogan de Donald Trump, on le connaît, c'est « America First », l'Amérique d'abord. Ça veut aussi dire ça, c'est la fin d'une forme de diplomatie tempérée, bienveillante à l'égard des alliés. Alors, vous l'avez dit, en général, le poste d'ambassadeur à Paris, qui est quand même très prestigieux, très apprécié, est donné soit à un ami, soit à un proche, soit un donateur de campagne. Et d'ailleurs, même sous Obama, c'était Rifkin, un producteur qui était proche de Barack Obama, qui était ambassadeur à Paris. Bon, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit qu'en général, les postes de diplomate, c'est plutôt pour les pays avec lesquels il y a des crises, on peut quand même aussi se dire que maintenant, la France et les États-Unis ont quand même régulièrement des crises. Déjà en 2021, vous vous rappelez ce contrat AUKUS, voilà, qui est lié exactement, qui avait valu à la France de perdre un méga contrat de sous-marin avec l'Australie, avec un rappel, la France qui rappelait à l'époque son ambassadeur à Washington. Voilà, ça c'était une vraie crise et c'était sous Biden, pas sous Trump. Donc ça fait déjà plusieurs épisodes de tension et peut-être qu'effectivement un diplomate à Paris, ça devient nécessaire pour gérer ces situations. Et Kouchner, par ailleurs, il était déjà, alors là il n'avait plus le droit d'aller voir les membres du gouvernement, mais il était déjà pas mal dans sa tour d'ivoire. Il n'est pas aussi actif que d'autres ambassadeurs. Il y a eu des tensions antérieures, vous le rappeliez, mais récemment, au cours des dernières semaines et des derniers mois, il y a des ambassadeurs américains qui ont fait parler d'eux aussi dans d'autres pays d'Europe, c'est-à-dire en Belgique par exemple, il y a eu un incident parce qu'il avait accusé aussi le pouvoir belge de ne pas lutter assez contre l'antisémitisme. En Pologne aussi, il y a eu des incidents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même une stratégie, on va dire, une forme d'ingérence idéologique de la part d'un certain nombre de représentants de Donald Trump en Europe? Et les filtres diplomatiques traditionnels ont sauté, on se permet de donner son avis sur tout, y compris d'ailleurs sur les lunettes de Macron ou sur d'autres choses. Mais n'oubliez pas quand même que Jean-Noël Barrot a dit l'international réactionnaire. Donc quand on parle comme ça des États-Unis, de Mélanie, en parlant de Mélanie, en parlant de Trump, etc. Justement, oui. Donc en fait, finalement, les filtres ont sauté de tous les côtés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans la guerre des petits mots entre la France et les États-Unis. Moi, je nuancerais ça. Je dirais qu'il n'y a pas tellement... Enfin, il y a quand même des filtres. Là, Barrot a bien insisté sur le fait que ce n'était pas une opposition aux États-Unis, que ce n'était pas une crise diplomatique, mais une inimité personnelle. Enfin, et malgré tout, la stratégie d'Emmanuel Macron n'est pas d'aller complètement contre Donald Trump. Il garde le contact, il le voit régulièrement, il le qualifie d'ami. Voilà, ils ont cette relation de frenemy, donc friend/enemy. Voilà, tout n'est Trump pas... se moque beaucoup de Macron quand même. Et ça fait longtemps. C'est vrai. Il faut parfois faire preuve d'une forme de zen, de zénitude justement pour endurer un certain nombre de moqueries. Un dessin de Pascal Gros. Oui, c'est facile, les Américains ne se rendent pas aux invitations, c'est quand ils ne sont pas invités qu'ils viennent. Merci Pascal. C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était mardi à la une du quotidien britannique The Independent. Ukraine, 4 ans de guerre, le vrai coup de l'invasion de Poutine. 15 172 civils ukrainiens tués depuis l'invasion russe le 24 février 2022, 325 000 militaires russes morts ou encore 96% des prisonniers ukrainiens victimes de torture ou de mauvais traitements. Ce sont quelques-uns des chiffres qui s'affichent à la une du journal. Une guerre qui est donc entrée cette semaine dans sa 5e année, un conflit sans fin, Pascal Blanchard, qui aujourd'hui
épuise les deux pays? Oui. Bon, pas que les deux pays d'ailleurs, qui épuise physiquement, moralement, intellectuellement, en termes de famille, en termes de nombre de morts. Pour la Russie, ça peut paraître un chiffre faible par rapport à la population russe, mais pas du tout. Quand on voit la difficulté qu'ont de plus en plus la Russie d'arriver à recruter, à mobiliser, c'est énorme. C'est un bilan d'une des guerres, et c'est pas une guerre qui va se terminer demain, qui est certainement un des plus importants. C'est la guerre la plus meurtrière en Europe depuis la libération. Exactement, en Europe. C'est important à dire parce que sinon on oublie. Mais tout à fait. Et en plus, elle est traumatique parce qu'elle impacte aussi d'autres pays. C'est-à-dire que c'est pas seulement ça. Rappelez-vous, en termes de réfugiés, donc l'effet collatéral de ce conflit est majeur. Et surtout, on sait qu'il va durer. Il va durer et il aura des impacts à long terme. Parce que derrière, si vous vous rappelez certains conflits, quand il a fallu enlever les mines, par exemple, quand il a fallu nettoyer les territoires et autres, l'Ukraine, c'est parti pour 20 ans derrière. Et personne ne nous dit en plus comment ce conflit va se terminer, notamment sur l'enjeu nucléaire. Je ne parle pas de bombes nucléaires, je parle notamment des centrales nucléaires. Donc tout est possible par rapport à ce conflit et sur les populations, le traumatisme humain. Je voudrais terminer là-dessus, qu'on oublie, c'est que je pense que c'est toute une génération, notamment d'enfants qui ont été à l'école, dans le métro, de gamins qui ont dû apprendre depuis chez eux, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont vécu avec cette peur d'aller à la guerre. Nous, on a un peu oublié ce que ça voulait dire pour une génération d'aller au front. Eux, ils le savent. Et vous avez là traumatisé des deux côtés, cette fois-ci de la frontière, deux peuples. Et puis Ania Nussbaum, il y a la question de l'aide à l'Ukraine. Elle est de moins en moins évidente du côté européen dans la mesure où Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, désormais menace de mettre son veto sur le prêt de 90 milliards qui doit être débloqué par l'Union européenne à l'Ukraine. Ça risque d'aller crescendo avec en plus les élections hongroises en ligne de mire. Oui, absolument. Et puis, il n'y a pas qu'en Hongrie qu'il y a des élections cette année. Il y a plusieurs législatives en Europe. Non, ce qui est compliqué, là, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix pour l'Union européenne que de continuer, de fait, à aider l'Ukraine dans la durée, parce que la Russie a ce qu'on appelle une escalation dominance, c'est-à-dire qu'ils ont tout à fait intérêt à toujours escalader un peu plus pour pouvoir dire « je n'ai pas perdu ce conflit ». Donc, et puisque l'Europe n'a aucun intérêt à être en guerre avec un pays doté de l'arme nucléaire, là, on est vraiment sur quelque chose qui peut durer très très longtemps, et cet effort dans la durée est financièrement très coûteux puisque les États-Unis ne veulent plus y contribuer. Philippe Brunel, il y a effectivement le spectre d'une guerre sans fin, entre guillemets, alors que Vladimir Poutine ne donne aucun signe d'ailleurs de vouloir arrêter les hostilités malgré un certain nombre de cycles de discussions qui ont été ouverts. Oui, on est dans une configuration qui rappelle la Première Guerre mondiale, une guerre de tranchées, mais avec des moyens technologiques du XXIe siècle, avec les drones, l'intelligence artificielle. Mais il faut quand même dire que cette guerre, elle a eu l'effet inverse de celui qui était recherché. Poutine voulait briser l'Ukraine, il a renforcé le sentiment de la nation ukrainienne avec ce désir de liberté, ce Volia, qui est un nom, quelque chose de très important pour l'âme ukrainienne, et même les régions de l'Est qui étaient russophones, qui se sont vues bombardées par Poutine, se sont rapprochées aujourd'hui d'une Ukraine qui, globalement, est désormais tournée vers l'Europe, tournée vers un désir de s'émanciper de l'ancien ami russe qui s'est révélé à plusieurs reprises dans l'histoire d'une violence inouïe. Une guerre au bilan déjà terrible, n'est-ce pas, Pascal Gros? Oui, 4 ans maintenant de guerre en Ukraine, mais pour Vladimir Poutine, il reste encore un peu de la marge. Merci, Pascal. Frédéric, on va passer à une autre actualité de la semaine. Et si le fameux cordon sanitaire qui est installé par les partis républicains pour isoler un parti jugé infréquentable, et si ce cordon sanitaire était en train de changer de camp? Oui, parce que historiquement, ce cordon sanitaire, il concernait l'extrême droite, il proscrivait toute alliance avec l'extrême droite, mais pour la France insoumise, désormais, elle figure aussi comme repoussoir pour d'autres forces politiques. À 2 semaines des élections municipales, plusieurs voix de centre-gauche, François Hollande, Raphaël Glucksmann, rejettent toute discussion avec LFI, y compris au risque de perdre des villes. Mais dans les états-majors des partis de gauche, c'est moins clair. Olivier Faure et Marine Tondelier, chez les Verts, donc Olivier Faure au PS, dénoncent la brutalité du mouvement insoumis, mais pour autant, il n'exclut pas des alliances au cas par cas dans certaines villes. Pascal Blanchard, c'est un nouveau genre de cordon sanitaire qui est en train de se mettre en place autour de LFI. Oui. Bon, très clair, on le voit bien, la bascule est évidente. Bon, elle se préparait depuis quelque temps quand même. Il y avait une volonté d'arriver pour beaucoup à mettre LFI hors du jeu. LFI s'est donc tout seul appuyé lui-même sur la tête par rapport à quelque chose qui était préparé. Donc quand vous avez cette rencontre entre d'un côté un RN qui essaye de se normaliser, une droite qui se rapproche du RN sur le territoire, l'affaire Ciotti en est un très bon exemple, on ne va pas revenir dessus. De l'autre côté, une gauche qui est mal à l'aise depuis les critiques qu'elle a par rapport à ses accords avec LFI, tous ces éléments-là, quelque part, ont basculé parce qu'il y avait déjà ce territoire, je dirais, préparatoire. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, c'est la violence des mots, des vocabulaires, on l'entend tous, on en parle de partout, c'est qu'il y a une violence politique qui fait que ces deux extrêmes sont en train, quelque part, de se mettre hors du jeu. Alors, il va y avoir un jeu entre eux, mais en réalité, c'est pas que l'un va remplacer l'autre.
c'est qu'il va y avoir deux fronts républicains d'une certaine manière assez bizarre. On va repousser à droite et à gauche. Il va falloir fabriquer une sorte d'hypercentre où les gens pourront se mettre d'accord, parce que celui qui ira trop à droite avec un accord avec le RL ou celui qui ira faire un accord avec LFI rentrera quelque part dans une forme de purgatoire. Vous évoquiez la violence des mots qui imprègnent les débats politiques aujourd'hui. Pascal Blanchard, on sait que Jean-Luc Mélenchon les manie toujours avec choix, les mots, et parfois on a l'impression que ce cordon sanitaire, il contribue lui-même d'ailleurs à le construire contre son propre parti. Oui, en tout cas, le leader insoumis a scandalisé la classe politique, y compris les responsables de gauche, à cause de cette tirade hier soir en meeting à Lyon. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Voilà, Epstein, prononciation américaine, puisque Jeffrey Epstein était américain. Indignation générale, donc, en tout cas. Voici quelques réactions à gauche. Marine Tondelier, chez Les Verts, ce matin sur X. Non, mais ça va pas, non, vraiment. Rien ne va dans ses propos, rien. Ça suffit maintenant, dit la figure des Verts. Olivier Faure, au Parti Socialiste, est antifasciste, celui qui combat le fascisme, pas celui qui en réutilise les ressorts les plus dangereux. Une manière d'accuser implicitement Jean-Luc Mélenchon de propos au relent antisémites dans cette tirade. Ania Nussbaum, ça obère, selon vous, toutes les chances de rassemblement de la gauche, ce genre d'épisode ? Non, je pense que déjà le Front républicain, donc la stratégie tout sauf RN, c'est une stratégie qui s'active en fin de course dans le processus électoral. Donc dans les seconds tours, peut-être le second tour des municipales, peut-être le second tour de la présidentielle. Il avait l'air mort en 2017, il avait l'air mort en 2022, il a fait son retour en force en 2024 après la dissolution parce qu'il y avait une réelle possibilité que le Rassemblement national ait une majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça a été compris comme ça et du coup, il s'est réactivé. Sauf qu'à l'époque, excusez-moi, il prenait des accents, on disait plutôt hugolien pour rassembler. De vieux sages, c'est pas sa stratégie. Mais la stratégie de Mélenchon, elle est assez classique. Il est plutôt radical hors période électorale. Il se recentre un petit peu, en général, quand on se rapproche de la présidentielle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, dans les déclarations. Donc voilà, je dirais pas. Et puis, par ailleurs, même lui, pas hier soir, mais cette semaine, je crois, a parlé de fusion technique ou la possibilité de fusion technique pendant dans l'entre-deux tours des municipales avec le PS ou avec Sylvie Brunel. Pourquoi est-ce qu'il joue sur le mot Epstein, quand vous entendez sur ce nom-là? Qu'est-ce qu'il cherche, Jean-Luc Mélenchon? En fait, pour moi, ce qui est marquant aujourd'hui dans la stratégie de Mélenchon, c'est qu'elle me paraît suicidaire. Je voudrais citer la une du Nouvel Observateur qui dit « Mélenchon dans l'impasse, comment il plombe la gauche, comment l'extrême droite en profite ». On a l'impression qu'il y a un tournant aujourd'hui, que la mort de Quentin Durand, qui a radicalisé la campagne et qu'elle a cornérisé la France insoumise. Il faut se souvenir quand même que Aurore Berger appelle à un front républicain anti-insoumis et qu'elle qualifie la France insoumise de parti de l'anti-France. Et paradoxalement, il dédiabolise l'extrême droite. Donc le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas que manipule Jean-Luc Mélenchon est en train, à mon avis, de jouer totalement contre lui. Pascal Blanchard, Jean-Luc Mélenchon, il s'est défendu. Il a dit que c'était consternant de l'accuser d'antisémitisme. Jouer avec la consonance étrangère d'un mot, transformer Epstein en Epstein, l'historien que vous êtes, ça vous rappelle quelque chose? Les tweets que vous avez lus de gens qui d'ailleurs se taisaient un tout petit peu sur l'affaire Faure-Tondelier, je tiens quand même à le dire, des seuls coups l'ont ouvert, après c'est inacceptable. Parce que tout le monde a compris que le jeu de mots n'était pas acceptable, que le jeu de mots renvoyait à une certaine époque, que le jeu de mots renvoyait à une forme d'antisémitisme, en tout cas à quelque chose qui marque une fracture. Je dirais, il se passe quand même quelque chose qui est un peu nouveau, je pense, là en ce moment. Jean-Luc Mélenchon, je pense, a choisi de radicaliser quelque part son positionnement, parce que quelque part on l'a poussé aussi à le faire, mais lui-même le choisit maintenant comme une posture qui va donc, je pense, rendre très difficile les accords possibles demain. Il y a un changement en tout cas, et donc ce genre de vocabulaire vient contribuer aussi à ce changement. Un dessin de Pascal Gros. Oui, un basculement, donc on passe du barrage anti-RN au barrage anti-LFI. Finalement, la droite veut le grand remplacement, après tout. Merci Pascal. Marjorie, on va passer maintenant à votre point com de la semaine. Alors ce soir, c'est une polémique entre Donald Trump et l'équipe féminine de hockey sur glace des États-Unis. Oui, pourtant, c'est une histoire qui commençait si bien la semaine dernière. Les joueuses américaines de hockey sont devenues championnes olympiques au JO de Milan. Elles ont battu l'équipe canadienne en finale. Quelques jours plus tard, c'est l'équipe masculine américaine qui l'emporte cette fois, elle aussi, face au Canada. Les États-Unis sont donc doublement champions.
Mais la joie de l'équipe féminine est de courte durée. En cause, une vidéo qui va venir mettre le feu aux poudres. On y voit Donald Trump féliciter l'équipe masculine par téléphone et les inviter à venir à la Maison-Blanche et au Capitole pour son discours sur l'état de l'Union. Sauf que Donald Trump ne s'est pas arrêté là et les propos sont très maladroits. Regardez. Voilà, une vanne misogyne qui a fait rire les joueurs, mais qui choque une bonne partie de l'opinion publique, même si depuis, certains hockeyeurs ont regretté leur réaction. Des élus démocrates à la Chambre des représentants ont même qualifié les propos du président d'humiliants et inacceptables. L'équipe masculine de hockey remporte l'or, mais au final, ce sont les plus gros losers de ces Jeux, nous dit cet Instagrammeur. Certains internautes essayent, eux, de relativiser. Ce sont des discussions de vestiaire, peut-on lire. Ah oui, cette fameuse excuse. Pour d'autres, eh bien, le problème est beaucoup plus profond et il révèle tout simplement la culture machiste qui existe dans ce sport. Finalement, les hockeyeuses ont bien été invitées à la Maison-Blanche, mais elles ont préféré refuser. Officiellement, un problème d'emploi du temps. Offre rejetée, nous dit ce journal sportif. La capitaine de l'équipe de hockey s'est exprimée jeudi. Elle regrette, elle, une blague de mauvais goût. Alors de son côté, l'équipe masculine s'est bien rendue quand même à la Maison-Blanche, à l'exception de 5 joueurs qui ont décliné. Une réception en grande pompe, pas un détail près. Que mange-t-on à la Maison-Blanche? De la truffe? Du poisson? Eh bien non, on dévore du McDonald's. Est-ce que l'économie va aussi mal que ça, nous dit cet internaute? En tout cas, comme à son habitude, Donald Trump a fait le show, il a même essayé une médaille, vous le voyez, et ça ne s'arrête pas là. On le sait, le président adore les montages IA. Il s'est donc représenté en joueur de hockey, battant le Canada en toute modestie, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il est fort. Voilà, mais où trouve-t-il toute cette énergie en costard. Alors, certains internautes ont rectifié le tir avec une vidéo qu'ils estiment plus fidèle à la réalité. On y voit un Donald Trump bien enrobé qui tombe, vous allez voir, bam, sur la glace. Alors, fake news. Hein. C'est une fake news, précisons-le. Pour le préciser. Alors, Sylvie Brunel, tout ça, on le voit, c'est assez maladroit, tout comme au final les propos du président. Est-ce que c'est une maladresse qui est symptomatique d'une misogynie qui est certaine, ou est-ce qu'au final, c'est une énième provocation politique extrêmement calculée? Alors, les apparentes gaffes de Donald Trump en sont rarement. Et je pense qu'il flatte le masculinisme, qui est une de ses bases électorales dans la société américaine. Il l'a dit au moment de son intronisation que c'était fini, les histoires de genre, les histoires... Et en fait, tout ça est volontaire et il y a tout un tas d'Américains qui sont heureux qu'ils remettent les femmes à leur place. Alors, plus globalement, n'oublions pas que bien souvent, les victoires féminines sont moins reconnues aussi, même en France et en Europe, que les victoires masculines dans le football ou dans d'autres compétitions. Un dessin de Pascal Gros. Oui, c'est à savoir le recueil des plus mauvaises blagues de Donald Trump n'a toujours pas été publié par la justice. Merci Pascal. Alors vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine que vous vouliez donc aborder ce soir. On va commencer avec votre photo, Anja Nussbaum. Il s'agit de la visite du chancelier allemand Friedrich Merz à Pékin. Oui, qui me parle beaucoup parce que j'étais moi-même à Pékin avec le président de la République français au mois de décembre. Et en fait, pour moi, cette photo, elle traduit les difficultés qu'ont les Européens à parler d'une même voix avec la Chine, puisque à l'époque, Emmanuel Macron avait souhaité emmener avec lui Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, comme il l'avait déjà fait en 2023. Mais en gros, les Chinois ont dit non, quoi. Ils n'étaient pas intéressés. Et déjà en 2023, on m'a dit qu'elle, alors que Macron avait été reçu avec les honneurs, elle avait été reçue dans une petite salle toute grise. Voilà, donc ils n'arrivent pas à emmener von der Leyen et ils n'arrivent pas non plus à aller ensemble en Chine et à parler exactement du même voix parce que les intérêts économiques divergent. L'Allemagne est une grande nation exportatrice vers la Chine, la France aussi, mais moins, et puis des biens différents, moins sensibles voilà, au prix, comme le cognac, le luxe, les cosmétiques. Et donc c'est compliqué de parler d'une seule voix, mais il y a un espoir quand même, puisque en fait, le déficit commercial allemand avec la Chine est en train d'augmenter, donc ça se passe moins bien sur le plan commercial, donc peut-être qu'il a une voix pour l'Europe. Merci Anja Nussbaum. On va enchaîner avec votre photo. Pascal Blanchard, qui est cet homme? C'est donc le nouveau patron du musée du Louvre. Inconnu de beaucoup, je pense, mais maintenant on va connaître son visage, Christophe Leribaud. Christophe Leribaud. Qui est en fait un pompier des musées.
On va l'appeler comme ça pour arriver à comprendre, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans un musée, c'est lui qui arrive. C'est le Superman du 21e siècle d'Emmanuel Macron. Et là, il va essayer de sauver le Louvre, parce qu'il va remplacer Mme Descartes, qui vient de partir, qui vient de démissionner. Enfin, on l'a un peu poussé à la démission. C'est même l'une des dernières décisions d'une certaine candidate à la ville de Paris. Donc on voit bien que ça a snipé, alors que pourtant, pour Emmanuel Macron, c'était important. Parce que ça va être la trace culturelle qui va laisser sa révolution au Louvre. Donc là, il appelle le pompier pour essayer de sauver les derniers mois qui va rester, pour essayer d'avoir en fin de compte, autour de ces 2 mandats, une vraie trace culturelle. Parce que c'est pas ce qu'il a pu construire avec la Cité de la Francophonie qui va rester, donc il reste le Louvre. Et on doute parce qu'en moins de 14-15 mois, arriver à laisser une trace culturelle, pour quelqu'un qui n'aura pas fait un grand musée, c'est pas gagné pour Emmanuel Macron. En tout cas, je vois que vous misez sur ce nouveau directeur du Louvre. Je vous connais bien, vous avez peut-être un projet de collaboration avec le Louvre. C'est un autre sujet. C'est possible, c'est possible. Un dessin de Pascal Gros. Oui, depuis le cambriolage, la sécurité du Louvre est sur les dents. J'ai arrêté un cambrioleur dans le bureau de Madame Descartes, il disait qu'il était le nouveau directeur. J'ai fait coffrer. Merci Pascal. Et Sylvie Brunel, on va finir par votre photo. Gisèle Pélicaud, reçue à Buckingham par la reine. Oui, moi je trouve cette photo très touchante parce que certains commencent à être un peu agacés par cette campagne massive autour de la sortie du livre de Gisèle Pélicaud et La joie de vivre. Et en même temps, ce qui est très marquant, c'est le titre anglais de son livre, Un hymne à la vie, la honte doit changer de camp. Je trouve que cette femme qui aurait dû être brisée et qui aujourd'hui a la force inouïe de mener, c'est difficile, tout ce qu'elle est capable de faire. Il y a vraiment un avant et un après Gisèle Pélicaud. Elle a libéré la parole sur la soumission chimique et elle le fait avec beaucoup de délicatesse, puisqu'elle n'appelle pas du tout à la haine des hommes. Elle le fait dans un chemin qui est très étroit, où elle prône la réconciliation, où elle prône une nouvelle reconnaissance de ce droit des femmes. Et ça s'inscrit vraiment dans cette libération de la parole. Donc chapeau. Et Camilla en a profité pour dire qu'elle avait été elle-même victime d'un viol. Merci Sylvie Brunel pour ce très bel hommage. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine, le journaliste et écrivain Vincent Duluc, une plume de l'équipe dont on dévore les papiers consacrés au foot depuis plus de 30 ans maintenant, au sein donc de cette institution qui, elle, mon cher Vincent, l'équipe fête ses 80 bougies. Joyeux anniversaire. Merci pour nous et pour eux, pour les anciens. Et cette épopée, Vincent Duluc, vous la racontez donc dans ce livre formidable, Le roman de l'équipe, un siècle de journalisme sportif. C'est chez Stock, c'est savoureux, c'est extrêmement riche, fouillé, il y a un travail d'enquête monumental. C'est aussi souvent très drôle, truculent, pittoresque. Puis c'est aussi d'abord une histoire intime que l'histoire qui vous lie à l'équipe, puisque vous êtes un de ces gamins, on en connaît d'autres, qui a quasiment appris à lire en lisant l'équipe. Le fait de travailler un jour dans ce journal, c'était vraiment votre rêve d'enfant. C'est pour ça que c'est à la fois intime et collectif. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à avoir eu ce rapport un peu particulier avec ce journal, à l'avoir attendu le matin pour avoir les résultats de la veille, quand il n'y avait pas d'autre moyen d'avoir les résultats, à avoir parcouru des villes étrangères pour chercher l'exemplaire du jour d'avant. Donc voilà, c'est un rapport à la fois, oui, à la fois intime et collectif. C'est un journal quand même d'une nature différente, parce que c'est un journal autour d'une passion, et c'est un journal dont la première vocation est de faire de l'information, et la deuxième de prolonger l'émotion finalement. Donc voilà, ça crée un lien particulier. C'est ce que vous avez vécu évidemment en tant que d'ailleurs gamin, supporter de Saint-Étienne, dans le Forez, etc., les années 70. Et avant les années 70, il y a eu les années 40. La naissance de l'équipe, donc évidemment, c'est en 1946, mais dans des circonstances bien particulières, puisque c'est un journal qui succède à un autre, qui avait continué de paraître pendant l'occupation, qui s'appelait L'Auto. Et vous avez cette phrase à propos de ce journal, enfin plutôt à propos de Jacques Godet, qui était le premier patron de l'équipe, au moment de la création du journal en 1946. Il évoquait la période précédente, et il disait, Jacques Godet, je le cite, « Dans l'honneur et la défense du pays, il a fallu tout recommencer ». Et vous écrivez, la phrase était factuellement juste sur les bords, mais au milieu, c'était autre chose. C'est-à-dire que l'auto avait continué à paraître avec Jacques Godet à sa tête. Alors ce qui est vrai, c'est que l'auto était tombé aux mains d'actionnaires allemands, de propriétaires allemands. Mais ce n'était pas de la faute de Jacques Godet. C'était parce que le précédent propriétaire, député Patnaud, l'avait vendu au trust allemand. Donc voilà, il avait fallu on va dire, blanchir un peu le nom de l'auto à la Libération et le faire rapidement, parce qu'en gros, l'auto a cessé de paraître le jour de la Libération de Paris, ou peut-être la veille. 44, ouais. Oui, 16 août 44, quelque chose comme ça. Donc effectivement, la loi sur la presse a empêché l'auto de reparaître sous son vrai nom. Donc il a fallu inventer un nouveau nom, qui a été l'équipe, qui aurait pu être Vitesse, qui a été l'équipe.
Et dans le premier numéro, par exemple, Jacques Godet n'avait le droit d'apparaître ni dans l'Ours, ni dans le journal. Alors, on va faire un autre saut dans le temps, 1998. Là, il y avait vraiment d'énormes tensions avec un certain Aimé Jacquet, le sélectionneur des Bleus, bien sûr, vainqueur de la Coupe du Monde. Moi, alors, j'étais enfant, je me rappelle encore de cette interview le soir où il gagne la Coupe du Monde et où on lui parle des critiques qu'il y avait eu dans ce journal. Et il dit « Jamais je pardonnerai ». Là, il parlait de l'équipe, c'est ça? Oui, il parlait de l'équipe. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les 80 ans, il y avait eu... il y avait eu 50 ans avant, il y a eu 30 ans après, et on continue de revenir à là. Et paradoxalement... Vous y consacrez un chapitre, il y a un chapitre entier, d'ailleurs, vous rentrez dans et vous défendez d'ailleurs le travail de l'équipe, globalement. Oui, parce que ça a été quelque chose de fondateur, mais pour tout, fondateur pour le journal, parce qu'on n'a jamais vendu autant de journaux dans les 4 ou 5 années qu'on suivi. 1 600 000 exemplaires, la une qu'on vient de voir, celle du lendemain de la victoire. Oui, 600 000 exemplaires qui avaient été réimprimés le mardi et vendus avec le numéro du mardi. Et fondateur aussi pour le débat autour du foot, c'est-à-dire que... Jusqu'en 98, on estimait que c'était assez... Par exemple, en politique, on ne le pardonnerait pas. Les vainqueurs ont toujours raison et les perdants ont toujours tort. Donc 98 avait un peu déstructuré le débat, enfin jusque-là. Et là, je trouve que ça l'a restructuré. Et par exemple, en 2018, quand Didier Deschamps est devenu champion du monde, on avait le droit d'avoir un débat esthétique autour de cette victoire. Alors qu'en 98, on se l'interdisait, quoi. Marjorie. À la télévision, on voit de plus en plus de femmes journalistes sportives. À l'équipe, c'est pas encore trop le cas, puisque je crois que seulement 17%, il y a seulement 17% de femmes. Pourquoi, à votre avis, ça prend un peu de temps comme ça? Alors ça prend du temps, mais c'est très supérieur à l'équipe qu'au reste de la population. Je suis également président du JSF, de l'Union des journalistes de sport en France. On est 3000 adhérents. Et c'est 10% le chiffre moyen. C'est-à-dire que dans les écoles de journalisme, les femmes préfèrent choisir d'autres domaines que dans le sport. Et je les comprends parce qu'historiquement, elles ont été mal accueillies. Elles sont beaucoup mieux accueillies aujourd'hui. Donc on les invite vraiment à revenir. Il faut dire la réalité. Il y a 80 journalistes de presse écrite et d'Internet qui vont aller à la Coupe du Monde de foot. Et il y a une seule femme sur les 80. Ouais. Pascal Blanchard, je crois que ça vous intéresse comme sujet. Oui, Vincent Duluc, qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte que maintenant c'est un vrai sujet sérieux en histoire, le sport? Mais bien sûr que c'est un vrai sujet sérieux. Bien sûr, moi ce qui m'a intéressé, enfin voilà, ma démarche à être historienne, ce serait prétentieux. On a enfin un vrai historien sérieux qui écrit sur le sport avec vous. Mais en tout cas, j'essaie toujours de confronter à ça. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on passe notre temps à interviewer des gens aujourd'hui en situation réelle. Et dans la réalité, c'est que je suis souvent déçu par l'interview et rassuré par l'histoire, en fait. Il y a une autre particularité comme l'équipe, c'est une institution parce qu'elle a créé aussi, ce journal a créé beaucoup de compétitions sportives, à commencer par le Tour de France ou le Paris-Dakar. Donc il y a, on dirait, dans d'autres domaines d'activité, parfois un risque de conflit d'intérêts, en quelque sorte, aussi, entre un journal qui raconte une épopée qu'il contribue lui-même à organiser. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on nous a reproché, par exemple, par rapport au Tour de France, dont l'actionnaire est la famille d'Amoris et ASO qui organise le Tour de France. Mais par exemple, le plus grand scoop de l'histoire du journal, c'est le cas de dopage de Lance Armstrong. Ça montre quand même l'indépendance de l'Église et de l'État, même si elle n'est pas toujours facile à maintenir, même si ça peut faire grincer. Mais oui, l'équipe a eu un rôle moteur, mais depuis toujours. C'est-à-dire que l'auto avait créé le Tour de France pour booster ses ventes en été. Et au milieu des années 50, l'équipe a créé la Coupe d'Europe de foot pour booster ses ventes en milieu de semaine. Donc on a un impact qui est à la fois sportif, institutionnel et puis parfois économique. Et puis dans ce livre, une toute dernière question, Vincent Duluc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de nostalgie dans deux directions, si j'ose dire? D'abord, il y a un peu une forme de... Vous racontez un nombre d'anecdotes truculentes, extrêmement drôles, une forme de journalisme à l'ancienne, si j'ose dire, qu'on ne pratique plus vraiment comme ça aujourd'hui. Et puis d'autre part, dans le lien avec les sportifs, c'est-à-dire une proximité entre les journalistes, des liens d'amitié qui pouvaient se créer d'ailleurs avec des champions. Et aujourd'hui, on a l'impression que le monde du sport en général, et peut-être celui du football en particulier, est devenu beaucoup plus aseptisé, qu'il est peut-être beaucoup plus difficile pour un journaliste comme vous, en tout cas un journaliste actuel, d'approcher un certain nombre de joueurs et de nouer des mêmes liens, on va dire. Alors je pense que c'est plus facile pour les journalistes de l'équipe que d'ailleurs, malgré tout, mais oui, on a perdu cette proximité parce qu'il y a beaucoup trop de communicants, parce que les institutions, les clubs, les fédérations préfèrent essayer de contrôler les contenus avec les créateurs de contenu, justement, plutôt qu'avec les journalistes qui sont quand même indépendants. Mais d'une manière générale, j'ai une nostalgie, oui, j'ai une nostalgie de ma jeunesse, mais j'ai pas tellement la nostalgie du métier tel que je faisais il y a 40 ans. Je trouve ça très sympa aujourd'hui de faire à la fois de la presse écrite, d'Internet, de la télé, une newsletter, je sais pas, une vidéo, un podcast. J'aime beaucoup aussi l'idée de s'adapter au monde. C'est ce qu'a fait le journal depuis 80 ans et je trouve que c'est bien de le faire aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des anecdotes formidables. Aujourd'hui, les notes de frais pendant le journalisme sont beaucoup plus sobres qu'à l'époque. Dans les années 60-50, il faut lire le livre parce qu'il y a vraiment des histoires absolument impayables. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Vincent Duluc, il faut lire absolument le roman de l'équipe, un siècle de journalisme sportif chez Stock. Et vous avez même un dessin pour vous souhaiter les anniversaires, un dessin de Pascal Gros.
Oui, 80 ans à lire l'équipe et il a toujours pas compris les règles du hors-jeu. Pascal, on vous expliquera. C'est beaucoup plus facile que le baseball. Merci Pascal. Et voici maintenant le moment de retrouver notre ami David Castello-Lopez. En vrai, sur le plateau, le voici. Chaque semaine, David, vous nous parlez d'un sujet à propos duquel vous posez des questions que pas grand monde, à part vous, il faut bien dire, ne se pose. Et vous y répondez à votre façon, que d'aucuns osent juger un tantinet absurde. Votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Posez cet arrosoir, David, et parlez-nous donc de l'âne. Oui, l'âne. Alors je vous préviens, je vais être didactique aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est super. L'âne, c'est une des 4 sous-catégories du genre Equus. Equus, en latin, ça veut dire cheval, mais ça désigne aussi le genre auquel le cheval appartient et qui comprend plusieurs catégories. 1, les zèbres. 2, les chevaux. 3, les ânes. Et 4, vachement moins connus, les hémiones, qui ressemblent pas mal aux ânes. Vous voyez une hémione ici, sauf qu'ils sont impossibles à éduquer. Ils vivent leur vie d'hémione. Et gna gna gna, moi je suis indépendant, vous ne m'intéressez pas. Donc, ils nous servent à rien. Ce qui explique en partie qu'ils soient moins connus. Il y a un truc rigolo chez les catégories que je viens de citer, c'est qu'en gros, toutes ces espèces, elles peuvent faire l'amour ensemble et avoir des enfants. Un cheval peut faire l'amour avec un zèbre, ça donne un zébroïde, animal qui ressemble à une sorte de canapé bimatière, c'est chic et c'est très beau à voir. Un âne peut faire l'amour aussi avec un zèbre, ça donne un zonki qu'on voit ici, et bien sûr, ça c'est plus connu, l'âne et le cheval peuvent faire l'amour ensemble. Et quand ils font ça, ça donne quoi ? Ça donne une mule. Excellente réponse, bravo. Mule que l'être humain adore parce qu'elle allie la force du cheval à la régularité de l'âne. Et elle a moins tendance aussi que le cheval à se casser la gueule. Et donc on s'en sert depuis des millénaires pour transporter des trucs lourds, souvent en montagne. Mais attention, il y a une subtilité. Qui est le papa de la mule ? Est-ce que c'est l'âne ou est-ce que c'est le cheval ? Ah, ça c'est une colle. C'est l'âne, excellente réponse aussi. Oui, tout à fait. Une mule, c'est l'enfant nécessairement d'un âne mâle et d'un cheval femelle. La jument, si c'est le contraire, si c'est un cheval mâle qui fait l'amour avec un âne femelle, ça donne ce qu'on appelle un bardeau. Alors, pourquoi on n'entend jamais parler des bardeaux ? Eh bien, parce qu'il n'y en a presque pas. Et s'il n'y en a presque pas, c'est que, un cheval, c'est beaucoup plus grand qu'une ânesse. Donc, c'est un peu comme si vous croisiez un Doberman mâle avec un chihuahua femelle. La chihuahua femelle risque de décéder à l'accouchement. Et 2, étrangement, les bardeaux, ils n'ont pas du tout les mêmes qualités que les mules. Ils sont un petit peu nazes. Personne, donc, aucun éleveur ne souhaite la naissance des bardeaux. S'il y en a quand même, c'est à cause de ce que les éleveurs appellent les accidents de pré. Les accidents de pré. Et oui, des fois, le soir, au clair de lune, il y a des rencontres qui se font. Un cheval dit à une ânesse, tu me plais. L'ânesse lui répond, oh cheval, on ne doit pas car notre descendance ne serait pas productive. Non, mais ils y vont quand même. Non, mais leur descendance n'est pas productive, c'est pas ce que je veux dire. Non, la descendance, c'est-à-dire que les bardeaux, c'est nul. Donc, bien sûr. Voilà. Accident de pré. Alors pour en savoir plus sur les ânes, je ne suis pas allé à la campagne, il ne faut pas exagérer. Non, comme tous les Parisiens, j'ai attendu que la campagne vienne à moi sous la forme du salon de l'agriculture, cette interface suprême entre Paris et le monde des champs. Au salon de l'agriculture, il y a un stand spécial qu'on appelle le village des ânes, avec dedans que des ânes. Alors il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que les ânes ont l'air tristes, à peu près tous. Et j'ai vite compris pourquoi. C'est parce qu'ils ont les sourcils naturellement un petit peu obliques. Si moi, j'avais les sourcils naturellement obliques, vous me trouveriez triste aussi. Je le prouve. Même vous ? Regardez là. Et si vous voyez à quel point j'ai l'air triste immédiatement ? Eh bien, les ânes sont génétiquement comme ça. J'ai aussi découvert les différentes races d'ânes. L'âne corse, regardez comme il est beau. Le petit âne normand, tout mignon. L'âne des Pyrénées, qu'on va voir juste là. Et surtout, l'âne le plus cool de tous, c'est mon préféré de loin, le Baudet du Poitou. Un âne massif, avec un look super à base de cheveux frisés, comme vous voyez, et qui est surtout utilisé pour la reproduction. On voit qu'il a les outils nécessaires à la chose. Et je dois terminer cette chronique. Un petit peu long peut-être le plan sur l'organe de reproduction. Je dois terminer cette chronique en évoquant le lait
d'ânesse. Le lait d'ânesse, il y a en France une production de lait d'ânesse. Alors, c'est très cher, hein, c'est souvent 40 fois plus cher que le lait de vache, mais c'est aussi plus chic. La preuve, c'est dans du lait d'ânesse que Cléopâtre, à Skip, se baignait. Alors, on en fait surtout des savons et des crèmes de jour, mais vous pouvez tout à fait en mettre dans votre cappuccino, ce qui vous rendra immédiatement intéressant si vous manquez de personnalité. Voilà. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur l'âne, je vous conseille le livre de référence sur la question, Le Grand Guide des ânes. C'est de Pierre Mériski, c'est exhaustif et c'est illustré. Merci beaucoup. J'étais sûr que vous n'étiez pas venu les mains vides. Merci David pour cette chronique et pour ces belles images. La prochaine fois, n'oubliez pas d'emmener aussi des chevaux et des zèbres hein, pour mélanger tout ça et nous ramener de belles images. Merci David. Un dessin de Pascal Gros. Oui, rien à voir avec les ânes, mais un petit point sur l'actualité de la semaine. Et donc, Rachida Dati a quitté le ministère de la Culture. Et pour les artistes, fini le bling-bling. Eh oui, merci Pascal. Merci à tous les amis. On se retrouve quand demain à la même heure, 20h05, et ou sur Arte pour 28 minutes samedi, bien sûr, et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre chronique. David, bien sûr, vous nous l'aviez demandé. On va donc vous faire plaisir. On va écouter le petit âne gris du Gaufret, toute votre enfance, je sais. Tchuss. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Au temps des transhumances, il s'en allait heureux, remontant la Durance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a